Alors, bon, c'est parti. Bonsoir, je ne sais pas encore si c'est parti. On est en train de vérifier. Ah, ça a l'air d'être bon. Ah, c'est bon, Ouais, c'est ça, parti. ça a l'air d'être bon. Tout à fait. Bon. Ben, bonsoir à tous. Ah ben voilà, ben ça va. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui rejoignent la vidéo, donc ça a l'air d'être parti. Ben écoutez, merci d'être en notre compagnie. Un petit peu de stress là, puisque c'est un premier Facebook donc live avec une première tentative qui avait échoué pour des problèmes techniques il y a quelques temps. Voilà, donc en plus de ça, bon, c'est un petit peu bizarre de parler devant un écran, puisque tout mon projet repose sur l'humain. Voilà, donc écoutez, je vous propose d'abord de faire une petite présentation d'une dizaine de minutes, un petit peu, pour vous expliquer le cheminement qui m'a amené à candidater sur la primaire. Savoir un petit peu pourquoi je suis président et ensuite vous présenter les expériences de ma vie, pourquoi je suis également, enfin je pense que je peux candidater à cette présidence, la stratégie, le programme, les grands axes et la politique autrement. Voilà, alors pour commencer, donc je m'appelle Jean-Marc Fortanet, j'ai 54 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Et je suis vétérinaire, petit entrepreneur ouvrier et gestionnaire d'une pépinière d'entreprise. Voilà, donc je suis également donc, candidat sur la première primaire présidentielle citoyenne, la primaire.org. Voilà, alors donc on peut se demander pourquoi une personne comme moi qui suis inconnue du grand public, qui n'est jamais été politisé, bah, peut prétendre être candidat dans quelques mois à la présidentielle et voire être président de la République. Alors c'est sûr que c'est difficile de résumer en quelques minutes des années d'expérience et de travail individuel et collectif. Mais donc pour cela, bah, je vais quand même vous faire un petit résumé. Et puis surtout, vous avez la possibilité d'avoir accès à tout un tas d'informations. Donc d'une part, par ma fiche candidat sur la primaire.org, où vous trouverez 32 publications sur tous les sujets, à peu près, voilà, insertion, le plein emploi, les retraites, etc. Donc 32 publications, plus ma biographie. Vous avez également donc la biographie illustrée, avec des photos qui montrent bah, ce que j'ai fait dans ma vie. Vous avez également une interview sur TV Liberté, donc, qui a été mon premier interview télévisé. Voilà, donc un peu surprenant d'être dans un studio, mais bon, on s'y fait. Ensuite, vous avez trois livres que j'ai publiés, donc sous le titre du Serfant, disponible sur serfant.fr, puisque je n'ai pas de distributeur. Et vous avez un deuxième livre qui est en téléchargement gratuit sur le site. Et ensuite, bah, j'ai la page Facebook où je suis depuis 8 jours, puisque bah, j'étais pas sur les réseaux sociaux jusqu'à présent, dans la mesure où je me suis vraiment consacré à l'écriture, à la synthèse de nombreuses idées, donc sur les livres, et c'était difficile tant que tout n'était pas construit, de pouvoir communiquer complètement. Voilà, alors donc en fait, j'ai compris depuis bien longtemps que ça ne sert à rien de râler devant la gestion catastrophique du pays par nos dirigeants et devant bah, toutes les lois insensées qui nous pondent. Et à l'occasion des élections européennes de 2014, bah, j'ai pris conscience de la montée des nationalismes et des populismes en Europe. Et là, je me suis dit que vraiment, ça risquait d'être très grave et que bah, l'Europe risquait de s'enflammer. Donc, on pourra en reparler plus ensuite aussi sur la politique internationale. Et donc là, j'ai décidé d'agir et j'ai réuni des amis avec lesquels nous avons créé un mouvement de réflexion collective que nous avons appelé le mouvement des transmetteurs réunis français. Et j'ai décidé d'écrire des livres puisque je me suis aperçu qu'en fait beaucoup de concitoyens ne comprenaient pas les mots dont on parlait. Et tout est fait d'ailleurs bah, dans les médias pour parler avec des mots compliqués, de façon à ce que bah, les gens aillent plus vers le foot ou vers la Star Academy que comprendre la politique, l'économie, etc. Et donc j'ai écrit avec des mots simples, bah, comme je faisais en fait dans ma clientèle avec les clients, quand il y avait par exemple un ouvrier, j'avais pas lui balancer tous les mots techniques de médecine. Et si j'avais un médecin, bah, je pouvais parler avec des termes techniques. L'important, c'est que les gens comprennent. Donc j'ai écrit des livres
où j'explique avec des mots simples tous les problèmes de notre société, et de façon à ce que mes concitoyens comprennent toutes les propositions pragmatiques qui sont faites dans les livres par la suite. Et tout ça dans le but d'atteindre ma vision de la France que je souhaiterais, c'est-à-dire devenir le pays du bien-être où tout le monde aurait envie de venir habiter. Alors sur cela, avec mon premier livre, j'ai failli monter une liste pour les régionales hors des partis politiques en 2015. Ça m'a permis de rencontrer des personnes. Et ces personnes m'ont fait connaître la primaire.org en organisant une réunion à Marseille. Donc des personnes qui sont maintenant dans le groupe de Citizen Lab, qui sont aussi sur la primaire.org avec un candidat et une candidate maintenant qui soutiennent depuis un petit moment. Voilà, et donc en rencontrant la primaire, j'ai trouvé l'initiative très intéressante. Et je me suis dit que finalement, il fallait réfléchir à la question. Et j'ai réalisé qu'il était illusoire de croire que ceux qui avaient créé les problèmes pouvaient les régler. Et je me suis dit, pourquoi attendre que ceux qui sont mauvais les règlent? À ce moment-là, il vaut mieux prendre leur place. Et donc j'ai fait un bilan de ma vie. Et j'ai essayé de voir d'abord qu'est-ce que j'attendais d'un président. Parce que je ne m'étais pas posé la question, et je pense que pas beaucoup de gens se la sont posés. Et donc je me suis dit que je souhaitais que ce soit quelqu'un qui puisse analyser les problèmes de la société, donc faire un diagnostic des problèmes, sans complaisance. Parce que en médecine, si on se voit la face sur les problèmes, on peut pas les résoudre. Et donc, il faut le faire en toute honnêteté. Ensuite, après avoir fait un diagnostic, il faut consulter, voir quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les idées, et donc écouter les gens, avoir une ouverture d'esprit. Parce qu'il faut être fermé à personne. Parce qu'à un moment donné, si on se replie sur soi-même, on n'a que des courtisans qui vous caressent dans le sens du poil, et c'est pas comme ça qu'on avance. Quand on a après plein de solutions, il faut trier, il faut organiser, il faut voir qu'est-ce qui peut être fait, d'un point de vue pragmatique, parce que tout n'est pas réalisable. Et donc, il faut avoir une méthode pour trier. Il faut aussi pouvoir, vu le boulot, travailler en équipe, savoir déléguer. Et enfin, il faut appliquer. Et quand on applique, il faut le faire avec détermination, mais il faut le faire également avec adaptation, parce que si ce qui est décidé, il s'avère que ça n'est pas la meilleure des choses, à ce moment-là, on va adapter les solutions. Voilà, donc je regarde un petit peu les questions, là c'est un peu déstabilisant, mais bon, je vais finir mon petit speech et puis après je vais répondre à toutes vos questions. Donc j'en étais, voilà, donc j'ai fait un petit bilan de ma vie, amené par la primaire, et je me suis aperçu que je trouvais que j'avais les ingrédients pour pouvoir candidater, puisque j'ai des expériences et des compétences, une vision de la France. J'ai écrit un projet, une méthode, un programme, et j'ai imaginé une stratégie pour relever un pays, donc, qui est mon pays imaginaire du Serfang, qui n'est autre en fait que l'anagramme de la France. Et donc je vais reparler un petit peu plus en détail de tous ces pas. Alors tout d'abord au niveau de mes expériences et de mes compétences, tout d'abord je suis vétérinaire depuis 30 ans d'exercice libéral, donc j'ai monté la clinique vétérinaire et donc j'ai pratiqué analyse, diagnostic, traitement depuis 30 ans. Je suis également gestionnaire d'une pépinière d'entreprise, donc sur Château-Renard aussi, que j'ai initié, et ça a permis de créer, de développer à peu près une trentaine de petites entreprises, donc qui sont à taille humaine, qui ne délocalisent pas, qui respectent les lois. Ensuite, j'ai des expériences d'ouvrier, puisque je touche à tous les métiers manuels, donc déjà en tant que chirurgien, mais aussi j'ai fait du terrassement, de poste de plaque, de la maçonnerie, voilà, donc tout m'intéresse. Et puis ça m'a permis de comprendre aussi la difficulté des gens qui font ces métiers-là, et donc il faut les respecter. Donc quand on ne sait pas ce que font les gens, voilà, donc c'est bien de savoir un petit peu ce voilà, ceux qui sont à la base, parce qu'on a besoin de tout le monde en fait. Ensuite, je suis aussi président d'association citoyenne. Donc il y a une dizaine d'années, on a monté une association pour l'urbanisation concertée dans ma ville de Château-Renard, à l'occasion d'une révision du plan local d'urbanisme. Et puis je me suis aperçu qu'il y avait des choses un petit peu bizarres. Je pensais des erreurs. Et puis en fait, c'était pas que des erreurs. Donc bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Il y a des articles dans les journaux sur ma biographie.
Et puis après, président du mouvement des transmetteurs réunis français, donc initié il y a 2 ans. Ensuite, je suis aussi un voyageur routard. Donc j'ai parcouru beaucoup de pays du monde avec ma femme ou mes enfants avec des sacs à dos. Donc pays riches, pays pauvres. On a vécu, partagé la vie de gens pauvres qui avaient plein de valeurs. Et j'ai vu que cela se perdait beaucoup en France. Donc ça permet de voir qu'on a vraiment beaucoup de chance d'être en France et qu'on se suicide. Et donc à un moment donné, il faut que les Français en soient conscients. Ensuite, expérience d'ultra trail. Donc, ce sont des courses d'endurance relativement dures et qui m'ont permis de développer mes capacités d'endurance physique et mentale. Voilà, et ça, je pense qu'il y en aura besoin pour un président de la République par la suite, parce que vu le bazar qu'il y a en France, voilà, on va être soumis à des grosses pressions. Et en fait, ma dernière expérience, c'est l'expérience politique. Donc là, je dirais, je suis très content de cette expérience, qui est une non-expérience, puisque je n'ai jamais été politisé. Mais par contre, je ne me suis jamais engagé parce que j'ai jamais trouvé un parti qui me satisfaisait, parce que je trouve qu'il y a des bonnes idées dans tous les partis. Et j'ai trouvé vraiment beaucoup de sectarisme. Et donc, depuis 40 ans, j'observe tous les partis, et j'ai surtout bien appris à faire ce qu'il ne fallait pas pour bien gérer un pays, puisque ils nous ont bien démontré que ça se dégrade de jour en jour. Voilà, donc j'ai publié trois livres. Donc d'abord, dans lesquels il y a un projet de société qui s'appelle La Double Chance, une méthode de travail qui s'appelle la démocratie participative opérationnelle, que j'oppose à la démocratie participative paralysante, et ensuite un programme que j'ai appelé le programme présidentiel d'un petit entrepreneur ouvrier. Donc il ne faut pas prendre à la lettre, puisqu'en fait, justement dans la stratégie, ce programme se passe dans un pays qui s'appelle le Serfan, qui se relève grâce à ces propositions. Et en fait, dans ma stratégie, l'objectif, c'est d'adapter à la France ce programme avec les idées des acteurs de terrain qui partagent des valeurs, qu'ils affichent clairement, et avec une méthode de travail qui sera validée par tous. Voilà, à partir de là, nous allons fédérer des tas de mouvements associatifs qui n'ont pas droit à la parole, qui sont des acteurs de terrain très spécialisés, mais qui n'ont pas un programme politique complet pour pouvoir être entendus suffisamment. Pour faire donc une campagne pour les présidentielles et pour les législatives, avec ce que j'appelle la campagne du cheval de Troie. C'est-à-dire qu'en fait, mon objectif, c'est de passer par le cheval de Troie, c'est de rentrer par les institutions. Même s'ils ont bien durci les règles, on peut passer, donc ça on pourra en reparler, arriver au pouvoir pour que de l'intérieur on le change et passer de la 5e à la 6e République. Donc j'ai d'ailleurs écrit sur mes articles un article où je parle du passage de la République démocratique, biroyaliste, oligarchique à la 6e République. Voilà, donc avec une méthode de travail, et pour moi c'est la seule solution de passer avec la paix. Parce que si jamais on ne passe pas en 2017, avec tous les systèmes de verrou qu'ils mettent au niveau de la présidentielle et au niveau des soutiens des élus, je pense que ça va être très compliqué après pour le faire de façon démocratique en 2022. Et pacifique, je veux dire. Voilà. Alors ensuite, au niveau des grands axes, je vais juste vous parler des grands axes, et puis après je répondrai à vos questions. Donc au niveau des grands axes politiques, il y a d'abord la moralisation de la vie politique. Donc je suis adhérent de la charte Anticorps. Oui, j'ai signé la charte Anticorps et j'ai adhéré à l'association Anticorps qui lutte contre la corruption en politique. Je souhaite également rétablir une économie saine et solidaire, parce que sans économie, on ne pourra rien faire. Donc dans ce cadre-là, j'ai des mesures fortes de lutte contre l'exclusion grâce au plein emploi ou la pleine activité et à la possibilité d'avoir un logement décent pour tout le monde. Des retraites à 60 ans pour tout le monde. Et ensuite un programme de ruralisation et de développement touristique, puisqu'en fait avec l'industrialisation, nous avons eu l'exode rural, et maintenant que nous avons désindustrialisé, on peut ramener des gens dans les campagnes. Donc j'appelle ça la ruralisation. Voilà, donc ça permettrait une meilleure répartition des personnes et des services sur le territoire. Et le troisième grand point, c'est l'établissement d'un pays du bien vivre, avec la prise en compte au sommet de l'État du respect et du bien-être des êtres vivants et de l'environnement.
Un grand programme d'éducation des jeunes et des adultes, parce qu'il y a aussi beaucoup d'adultes qu'il va falloir remettre dans le circuit, avec notamment un programme que j'appelle l'insertion bienveillante. Donc tout ce que je dis là, c'est bien détaillé dans mes publications, il y a des articles spécifiques. Et donc le dernier point pour l'établissement du bien vivre, c'est la résorption de la délinquance avec des mesures qui sont fortes, qui sont engagées et que j'assumerai complètement. Voilà, donc bon, vous êtes là, donc vous connaissez la primaire.org, sachant qu'au stade actuel, ce qu'on souhaite, c'est ouvrir un débat démocratique avec ceux qui prétendent, enfin ce qu'on veut nous imposer au pouvoir en 2017. Et de toute façon, chacun sera libre de voter en 2017 pour le candidat qui souhaitera, quoi. Donc, je pense que si on y est, à mon avis, on aura beaucoup de gens qui vont voter pour nous. Mais ça sera à nous d'être suffisamment intelligents pour construire ça. Voilà, donc je crois que j'ai fait un petit peu le tour rapidement de ce que j'avais à vous dire. Oui, un autre point quand même important, c'est que dans tout le programme que j'ai publié, en fait, l'objectif, c'est de traiter les problèmes majeurs qui vont nous permettre de rétablir une économie qui nous permettra de s'exonérer des puissances financières, parce que tant qu'on est soumis aux puissances financières, on ne peut rien faire. Donc, il y a des mesures, des propositions qui vont être claires. Et puis, j'ai beaucoup de propositions que je ferai le moment venu, parce que je ne suis pas rentré dans le détail de tout, puisqu'en fait, il y a plein de gens qui ont des idées. Et l'idée, c'est de mettre dans un pot commun toutes les idées dans toutes les solutions, et avec la méthode de les décider pour faire le programme fédérateur pour 2017. Voilà. Donc je vais écouter, commencer à répondre peut-être aux questions que vous avez. Donc attends, il faudrait peut-être que je regarde comment ça marche ça. Peut-être aussi tu peux me les... Ouais, si tu peux me les écrire un petit peu. Alors on les a aussi. Dans toutes les solutions. Ah, il y a un petit peu de décalage. Ah voilà, ça arrive là. Tu les as les commentaires. Alors, je voterai pour le pourquoi ne peut-on rien faire? Alors, Victor Douillard, pourquoi ne peut-on rien faire sans économie? Disons que l'économie, c'est pas quelque chose qui est malsain. C'est qu'à un moment donné, il y a différents types d'économie, hein. Ça peut être du partage, ça peut être de l'échange, ça peut être... Bon, après, il y a des systèmes monétaires qui ont été mis en place. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas tout balayer. Parce que actuellement, pour moi, il y a trois mondes en France. Il y a le monde du capital, de l'ultra-capitalisme non régulé. Il y a le monde de l'économie horizontale qui est en train de se mettre en place avec une économie de partage, plus d'échanges, de monnaie locale, donc qui se développe mais qui n'est pas... tout le monde ne peut pas passer directement à cette économie-là. Et ensuite, il y a l'économie de la petite entreprise qui fait vivre la France essentiellement en France. La France. Et d'ailleurs, dans les économies horizontales, il y a beaucoup de scopes qui sont des petites entreprises avec de nombreux patrons, c'est tout. Mais tout le monde ne peut pas non plus être patron. Donc il y a des expériences, je pourrais revenir là-dessus, mais voilà. Et donc l'économie de la petite entreprise, c'est une économie qui est en train de créer une économie parallèle actuellement. Avec beaucoup d'argent noir, de plus en plus, et qui n'alimente pas les systèmes de solidarité. Parce qu'à force de trop taxer les gens, ça dévie le système. Donc vous avez cette économie avec ces monnaies locales, l'économie du black qui se développe dans les petites entreprises et même dans des grosses entreprises. Et après l'ultracapitalisme basé sur l'euro-dollar en France maintenant, qui est en train d'être changé avec l'entente des BRICS. Donc je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent ça. Et bientôt le yuan qui sera sûrement la monnaie d'échange au niveau international, si on laisse faire comme ça. Voilà, donc après, un champion ici. Donc alors je sais pas, est-ce que tu viendras dans le Cantal faire des courses ou des réunions ou des meetings? Oui, de toute façon, si je sors candidat parmi les 5, il est prévu de faire un tour de France dans les grandes villes. Et personnellement, je serai disponible pour aller dans toutes les petites villes de France où les gens voudront bien m'inviter. Puisque tout mon objectif, c'est la ruralisation, c'est de décentraliser justement
cette élite entre guillemets parisienne qui nous dirige depuis des années et dont il est grand temps de remettre un petit peu à sa place. Il n'y a pas que Paris en France et nous avons de belles régions en France. Est-ce que tu viens dans le comptable? Voilà. Les courses, ben, pour l'instant c'est vrai que j'en ai fait pas mal, mais depuis l'Ultra Trail du Mont Blanc, j'ai pas eu le temps de recourir encore, donc il faudra que je reprenne un peu d'entraînement. Alors, revenu universel. Là. Alors là, dans mon programme économique, c'est clair, je ne suis pas pour un revenu universel sans contrepartie. Je pense que quand on est jeune, on doit travailler. Donc quand on peut travailler, donc en fait pour moi, ça sera de la solidarité pour tous les gens qui ne peuvent pas travailler et pour les personnes âgées qui auront contribué. Et par contre, il y aura une retraite universelle pour tout le monde, que ce soit une femme qui est au foyer, qui n'a pas travaillé dans sa vie, elle a travaillé pour élever ses enfants. Donc je pense qu'elle peut avoir une retraite. Juste, j'appelle pour la batterie qui, je vois, qui est en train de baisser. Magali? 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 Magali, la batterie va s'arrêter. La batterie. Oui, la batterie. Ça me dit batterie faible. Ouais, il faudrait mettre le câble. Voilà, me revoilà. Donc, hop, on va fermer ça. On va remettre un câble pour la... Hop. Ça marche. Alors, c'est reparti. Attends, mais ferme pas ça. Ouais. Vas-y, continue à répondre à ces questions, je vais te les écrire. Attends, je sais pas si c'est reparti. Si c'est reparti, remettez. Il faudrait qu'il y ait des commentaires qui apparaissent. Non, mais laisse cela parce que non, mais je lis là, je lis là-dessus. Je l'ai fait défiler là-dessus. D'accord, mais bon. Attends, pour l'instant, je sais pas si c'est reconnecté. Si c'est bon, il y a des gens qui suivent là. Ah oui, d'accord, ok. Bon, donc on en était sur. Oui, donc sur le revenu universel, j'ai un article qui est très détaillé avec beaucoup de chances où il y a plusieurs types d'emplois. Il y a soit dans des petites enfin dans des entreprises d'une façon générale. Ça peut être aussi des emplois de solidarité, par exemple pour aider des personnes âgées, pour aider des personnes à l'hôpital, dans des maisons de retraite, du travail scolaire, de l'aide aux devoirs, etc. Et puis aussi du travail à domicile aussi qui rentrera dans ce cadre-là, puisque les gens qui travaillent sont déjà taxés au niveau des impôts, donc aller les retaxer avec des charges après, donc on va simplifier ça. Voilà, donc pour ça, ensuite, où est-ce que j'en suis Comme tu avais dit, je crois. Oui, là ça s'est passé, les courses. Descends ici, c'est ici que tu descends. Ah oui, hop, c'est là. Alors, là, allez-vous mettre en revenu ça le jeudi. Alors, connais-tu le Conseil national des citoyens? Alors, j'avoue que ça me dit quelque chose, mais comme ça, il faudrait me le rappeler parce qu'il y a tellement de choses que je lis, que j'entends. Donc là, j'ai un petit... Non, je ne pourrais pas dire. Ensuite, ADAPI et ESAT hors les murs. Ça ne me dit rien non plus. Voilà, enfin la politique autrement, ça fait partie aussi des choses que je ne dirais pas que je connais quand je ne connais pas. Par contre, si jamais j'ai des questions, des réponses à donner, l'important c'est d'aller chercher les informations où elles sont et non pas forcément dans des amis, hein, parce que c'est pas les courtisans qui sont forcément les mieux placés, mais aller chercher les compétences. C'est ce que j'ai fait dans ma clinique vétérinaire. Donc quand j'avais un problème que je ne savais pas résoudre, je proposais aux clients, étant veto, je connais bien les différents spécialistes, et de les mettre dans les mains d'un spécialiste s'ils voulaient aller plus loin pour résoudre le problème. Donc en politique, je pense qu'on peut faire la même chose. Et donc en fonction de l'urgence, on peut très vite avoir un petit temps de réflexion ou trouver voilà. Mais puis s'il y a vraiment une urgence, on répond, on ne se défile pas. On assume. Alors, le programme sur la ruralité, en fait, tout est lié. C'est-à-dire que dans les campagnes, on a des tas de logements vides qu'on peut réhabiliter. Donc, c'est du donnant-donnant avec les propriétaires. Donc, l'objectif sera d'en fait d'avoir des petits loyers, des loyers qui ne soient pas chers, qui permettra de loger des gens dans les campagnes, où on va recréer de l'emploi, notamment dans l'artisanat, dans la restauration du patrimoine pour faire un pays touristique, puisqu'en fait, 80% des touristes viennent à Paris. Et on peut développer le tourisme dans toutes les villes de France, puisque contrairement au moment où on a eu l'exode rural, les infrastructures routières n'étaient pas bonnes, alors que maintenant, même dans le fin fond de la Corrèze, on y accède très vite. Donc
Donc on peut ramener des touristes, donc de l'argent, du travail, restauration du patrimoine, l'agroécologie permet aussi de refaire travailler des gens, redévelopper des terres, développer une économie locale. Et ça va permettre également de désengorger des villes parce que on entend dire qu'on va avoir 60% de la population dans quelques temps dans les villes, les mégalopoles, où en fait les gens, beaucoup de gens vivent mal, sont entassés, sont mal logés, sont dans des ghettos. Et en fait, mon objectif, c'est d'aller à l'encontre de ça et de faire un pays beaucoup plus équilibré, plutôt que d'avoir des campagnes vides qui sont pas entretenues, des terres en friche, des terres des forêts qui vont brûler ou autre. Enfin voilà. Donc, on va pouvoir vraiment répartir les populations. Programme du travail dans les campagnes. Il y a aussi le télétravail qui peut être développé dans des zones, ce qui va permettre de ramener des services publics, d'avoir des écoles à taille humaine où les enfants seront mieux. Et puis il y a beaucoup de gens qui vivent mieux dans les campagnes que dans les villes. Et il faut penser que pendant les guerres, les gens des campagnes ont beaucoup moins souffert que les gens des villes. Donc voilà, donc la ruralisation, c'est un petit peu tous ces sujets. Donc lisez l'article, il y a pas mal d'autres idées là-dessus. Programme sur la ruralité, le sport et le handicap. Le sport, je le laisserai un petit peu de côté, j'ai des idées, mais ça on les mettra pour moi, c'est pas primordial. Ce qui est certain, c'est que le foot, à mon avis, c'est pas. Voilà, on pourrait se passer un peu d'avoir autant d'argent dans le foot et il faudrait moraliser tout ça. Il y a plein de sports collectifs qui apportent des valeurs, hein. Je pense au judo, je pense au volley, voilà, il y a vraiment plein de sports intéressants qu'on pourrait plus développer. On les découvre d'ailleurs au moment des Jeux Olympiques. Alors pour le handicap, c'est pareil, avec tous les emplois de service qu'on fera, les handicapés, on les aidera, on prendra en considération, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit dans la vie de tous les jours, puisque notamment, je vais revenir sur ce que j'appelle plein emploi, plein activité. Si on entend les politiques, on nous dit qu'on va avoir des millions de suppressions d'emplois dans les années à venir à cause de la robotisation. On le voit déjà dans les guichets des autoroutes, des caisses des supermarchés. Alors moi je dis c'est très bien qu'on ne fasse pas du boulot qui soit peut-être pas des plus intéressants, mais par contre il n'y a aucune raison que les groupes qui virent le personnel gardent le bénéfice pour eux, et que ces gens-là, on les mette sur le carreau, payés avec qui on peut se poser des questions. Et donc en fait, l'idée c'est de convertir les travaux qui ne sont pas très intéressants pour certaines personnes en travaux d'aide à domicile, de soutien scolaire, d'aide aux personnes âgées, etc. Et donc aussi aux handicapés, entre autres. Ensuite, ma connexion est mauvaise. Donc ça, merci Jérôme qui me soutient après avoir lu mon livre. Mauvaise connexion pour lui. Est-ce que tu es pour l'apprentissage à 14 ans et l'interdiction des licenciements? Alors, justement, dans ce que je propose, le plein emploi, pleine activité, ça va tout changer. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, quand on a du chômage, je dirais que le patron peut mettre une pression sur son salarié, puisqu'en fait, le salarié a peur de perdre son emploi, puisque c'est pas facile d'en retrouver. Et donc, si demain, on a le plein emploi, ou la pleine activité, ça voudra dire que le patron choisira son salarié, bien sûr, d'après le CV, etc. Mais si le salarié estime que son patron n'est pas bon, n'est pas sympa, n'est pas correct, il n'hésitera pas à partir et à ce moment-là, aller travailler dans une autre entreprise puisqu'il trouvera un autre boulot ailleurs. Et là, ça va tout changer. Parce que moi, je viens de la petite entreprise. Dans les petites entreprises, on a quand même majoritairement des gens qui sont des bons patrons, tout simplement parce que c'est leur patrimoine et leurs biens qui sont engagés dans l'entreprise. Et si l'entreprise périclite, ils perdent tout. Et donc, ils font tout pour que leurs salariés soient le mieux. Et les salariés voient souvent que leur patron travaille bien plus que la plupart du temps. Parce qu'après la journée, il y a plein de paperasserie, etc. Et donc, actuellement, on fait tout pour casser la petite entreprise. Puisqu'il y a 10 ans, il faut savoir que pour un salaire, pour 1000 euros net que touchait un salarié, ça coûtait à l'entreprise 1630 euros. Et actuellement, c'est 2000 euros. Et les 370 euros ne vont pas dans la poche du salarié. Donc, les gens s'estiment pas bien payés, mais d'un autre côté, on ne développe pas des clients facilement. Donc, je vais proposer des choses qui vont permettre de mieux rémunérer les gens qui vont travailler. Et ensuite, donc, dans les petits patrons, il y a quand même une majorité de gens qui sont bien. Et par contre, dans les grosses entreprises, je dirais qu'il y a
des gens très bien, mais il y a aussi beaucoup de groupes financiers, et de plus en plus maintenant, et notamment de fonds de pension américains qui rachètent des entreprises, où on met la pression sur les gens pour faire des bénéfices plus importants. Et donc, à ce moment-là, on n'hésite pas à virer les gens à partir d'un certain âge, ou à leur prendre des stagiaires très mal payés, en leur faisant miroiter un travail. Voilà, donc il y a une grosse différence entre les entreprises, et je crois que c'est important que les gens sachent, et que demain, le salarié puisse choisir aussi son patron. Donc ensuite, est-ce que tu l'apprentissage? Alors apprentissage, bien sûr. L'apprentissage, je veux le remettre. Et donc j'écris dans mes livres qu'il y a eu un gros mensonge depuis des années en mettant les gens dans les études supérieures, puisqu'en fait on fait croire aux gens qu'avec un bac plus 5, ils vont toucher 3000 ou voire plus euros par mois. Or, dans une entreprise, on a besoin de gens avec une formation. Mais si on forme des gens avec quelque chose qui ne sert à rien pour une entreprise, hein, je pense notamment avec des tas de gens qui sont formés en histoire-géographie, en psychologie, enfin dans tous ces domaines-là, ça manque dans l'entreprise, on n'a pas vraiment besoin de ces gens-là, donc on ne les embauche pas, puis après ils finissent au McDo, pas forcément très bien payés. Il y a, il y a donc il y a 40 ans à peu près, quand il y avait beaucoup moins de bacheliers, mais les gens qui étaient entre, je dirais, on était à peu près à 50% de bacheliers, maintenant on est à 90%. C'est pas parce que les gens sont mieux, c'est qu'en fait on a abaissé le niveau, c'est pas plus compliqué que ça. Ça permet de mettre les gens dans les études supérieures payés par papa-maman, et à ce moment-là, ils sont pas sur le chômage. Et avant, ce qui se passait, c'est que les gens qui étaient, il y avait 50% de bacheliers, et donc ceux qui n'avaient pas le bac, entre les 50% et les 90%, faisaient de l'apprentissage. Et c'était des maçons, des plombiers, des électriciens, etc. Et ces gens-là qui étaient intellectuellement pas mauvais, très vite, ils devenaient chefs d'entreprise. Et vous avez la plupart des petites entreprises en France qui sont avec des gens qui ont 60 ans, qui n'ont pour la plupart pas le bac, et qui ont appris leur métier. Et quand ils ont eu vite fait de faire leur tour du métier, ils ont créé des emplois, ils ont créé des entreprises. Et vous avez plein de petites entreprises. Moi, je vois par exemple sur Château-Renard, où j'habite, il y a une entreprise qui s'appelle DEPS, qui a une trentaine d'employés, et le patron n'a pas le bac. Voilà, et donc, entreprise de plomberie. Et il gère très bien son entreprise. Voilà, et donc ça, maintenant, ça s'est complètement perdu. Et on se retrouve maintenant avec des jeunes qui arrivent à 25-26 ans, qui n'ont pas d'expérience manuelle, qui n'ont plein de théories. Et on leur a fait croire que ils seraient embauchés à des gros salaires. C'est complètement faux. Et donc il faut remettre l'apprentissage. Et à partir de là, il y a beaucoup de gens, de ces gens qui ont des bacs plus 5, s'ils faisaient 6 mois ou un an de formation de plombier, d'électricien, il y en a beaucoup qui pourraient reprendre des petites entreprises pour les gérer. Et malheureusement, il y a une petite entreprise sur deux qui n'est pas reprise en France. Et tout ça, c'est un tissu qu'on est en train de détruire au profit des multinationales, comme l'ont fait les États-Unis, comme l'ont fait l'Allemagne. Et la petite entreprise, c'est en France le contre-pouvoir économique aux multinationales. Donc ça fait partie justement de la raison pour laquelle je veux redévelopper et garder ce tissu français qui est en plus, en petite entreprise, c'est aussi du savoir-faire, des terroirs, des produits en agriculture, etc., quoi, hein. Donc c'est les artisans, les commerçants, les professions libérales, enfin, il y a beaucoup de domaines comme ça. Et en fait, j'ai expliqué que tous les mécanismes sont mis en place pour qu'on détruise ça et qu'on fusionne. On l'a vu dans par exemple, les laboratoires d'analyse médicale. On le voit pour les pharmacies maintenant qui deviennent des grands groupes. Les cabinets de radiologie, ça va pas tarder. En agriculture, on fait couler les agriculteurs après les avoir endettés pour faire des super fermes. Et on aura après les fermes aux 1000 vaches ou aux 10 000 porcs, etc. Voilà, donc tout ça, ça se passe. Les grosses entreprises comme Vinci, par exemple, ça engouffre des petites entreprises. Voilà, donc à un moment donné, il faut changer un petit peu tout ça. Donc l'apprentissage il sera fait et dans des bonnes conditions, et tous les métiers manuels seront complètement revalorisés, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on paye très bien des commerciaux et que ceux qui font le boulot, et souvent qui est le boulot le plus dur, eux soient les moins bien payés. En plus de ça, les grandes entreprises font appel aux travailleurs détachés ou au travail au noir, chose que ne font pas les petites entreprises, sous peine de vite être sanctionnées, et ça coûte très cher. Alors, seras-tu assez fort et obstiné pour faire face aux lobbies et travailler en faveur des Français? Alors là, tout mon programme est là-dessus. Les lobbies ne me font pas peur.
Et on a des moyens justement de changer les choses. Nous avons trois moyens en France. Justement, le contre-pouvoir économique des petites entreprises, la mobilisation de l'épargne, c'est-à-dire l'épargne française dont se servent les grandes banques. Il faut savoir que vous avez des banques comme la Nef qui investit plus dans les entreprises. Et donc, on va expliquer aux Français, donc c'est expliqué dans mes publications, d'où vient l'argent, à quoi il sert, et par qui il est utilisé et comment. Et à partir de ce moment-là, vous verrez que ça change beaucoup de choses. Et puis après, vous avez aussi, face au lobbying, vous avez aussi l'éducation des consommateurs, hein, puisque demain, si on explique comment sont produits les produits, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, hein, c'est bien beau de vouloir surconsommer, mais ça serait bien qu'on sache d'où viennent les produits et comment ils sont faits, parce qu'on trouve scandaleux le travail de nos enfants, on le trouverait scandaleux, mais on ne trouve pas scandaleux que des enfants soient exploités dans des mines pour extraire des minerais qui viennent, par exemple, dans la fabrication de nos portables ou des choses comme ça. Et que nous, on surconsomme, qu'on jette. Donc il y a beaucoup de choses à voir. Et ça, je l'ai vu dans différents pays à l'occasion de mes voyages. Donc les lobbies, c'est sûr que seul, je ne vais rien faire. C'est pour ça qu'il faut être nombreux. Que maintenant, si je me permets de parler un petit peu ouvertement, c'est que je suis diffusé, j'ai écrit des articles, c'est publié, et qu'en fait les idées, elles, sont immortelles. Et donc après, ça dépasse les personnes. Et donc on a des pouvoirs vis-à-vis des lobbies. J'en ai parlé avec pas mal déjà de candidats sur laprimaire.org et d'autres personnes qui me soutiennent. Donc maintenant, je sais que de toute façon, l'action se fera et que les financiers ne pourront pas empêcher le changement. Et j'ai d'ailleurs publié une lettre ouverte aux personnes des cercles des pouvoirs, en m'adressant aux financiers, en m'adressant aux politiques et en m'adressant aux patrons des grands médias. Je vous invite à la lire et à la diffuser. Voilà, donc elle s'appelle donc Lettre ouverte aux personnes des cercles des pouvoirs pour un appel à la raison. Et j'ai également publié un appel au rassemblement des Français. Voilà, donc lobby, pas de problème, si on est nombreux, vous verrez qu'on changera bien les choses. Ensuite, et pour l'argent, pour l'argent parti à l'étranger. Oui, alors là aussi, il faut savoir qu'on va faire des mesures incitatives très fortes pour le rapatrier. Par exemple, il faut savoir que le verrou de Bercy, je ne sais pas si beaucoup le savent, c'est-à-dire qu'en fait, pour poursuivre un évadé fiscal, il faut qu'il y ait l'accord du ministre du budget de Bercy. Et donc ça sera levé. Et donc notamment, ça fait partie des mesures qui sont proposées dans la charte anticorps, que je pense que tous les candidats de la primaire.org vont signer, et que j'ai signé voilà, sans aucun problème. Donc on aura des mesures très incitatives pour faire rapatrier l'argent, et notamment je parle d'éducation des consommateurs. Si demain, donc j'explique qu'on publiera l'endroit où les responsables d'entreprises françaises qui font du business en France payent leurs impôts, où ils habitent, parce qu'il n'y a aucune raison de s'évader, par exemple en Belgique, pour certaines personnes de grands groupes, et qui ne payent pas d'impôts en France ou dans d'autres pays. Et donc on dira aux consommateurs, voilà, il y a cette entreprise qui a ses patrons qui vivent là-bas, qui ne payent pas d'impôts en France, qui fait son business en France, et puis vous avez l'autre entreprise qui fait la même chose, mais elle, le patron reste en France et paye ses impôts en France. Donc choisissez de savoir qui c'est qui garde les emplois pour vos enfants, et puis ceux qui ne jouent pas le jeu, quoi, voilà. Et donc voilà, on expliquera bien tout ce que sont les paradis fiscaux et tout ça. Donc ça, c'est déjà bien expliqué dans mes publications, avec des mots simples pour que les gens comprennent. Alors, c'est où que je peux signer la charte de Anticorps? Il faut aller sur le site de l'association Anticorps. Anticorps, c'est A-N-T-I-C-O-R. C'est pas Anticorps, pas PS à la fin, c'est pas de la médecine. Ça veut dire anticorruption et meilleure éthique en politique. Ensuite... Alors, le programme de la culture. Alors, là-dessus, je vais laisser de l'open puisque c'est très important, parce que justement, je pense que si on relève la France, on va, grâce à notre culture, on va avoir un rayonnement dans le monde qui est déjà. Et c'est ça, je pense, que je vais déléguer. Enfin, si demain vous me portez au gouvernement, voire à la présidence, en fait, l'idée c'est de travailler par une équipe, et bon, je ne m'occuperai pas de tout, donc il y aura des gens délégués là-dedans
Moi, je veux d'abord redresser l'économie pour pouvoir justement redonner des moyens à tous les domaines, et y compris la culture, pour qu'on puisse développer la culture française et qu'on soit plus noyé par la culture américaine. Bientôt, ça sera la culture chinoise ou la culture indienne. Et voilà. Et donc, il faut qu'on puisse redynamiser tout ça. Alors, là, qu'est-ce qui se passe là? C'est pourquoi ça défile plus là. Ah ben voilà, ça revient. Hop, voilà. Alors, les questions. Hop. C'est plutôt donner la liberté. Alors, l'objectif du revenu universel n'est pas de donner de l'argent aux feignants, mais c'est plutôt de donner la liberté à chacun de choisir son activité sans risque de tout perdre comme aujourd'hui. C'est exactement ce que je propose dans mon propre. J'appelle pas le revenu universel, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour moi, ça sera la NPE. Les gens n'iront pas pour demander un emploi, ils iront pour choisir un emploi, puisqu'en fait, toutes les entreprises, les services donc d'utilité collective seront proposés, et les gens choisiront. Et les métiers, enfin le travail que les gens ne voudront pas, seront revalorisés avec une somme qui sera donnée non pas par l'employeur, mais par une caisse qui alimente ça. Je vais vous prendre l'exemple des éboueurs, où il y a une trentaine d'années, il n'y avait que des Maghrébins et des Noirs qui faisaient le travail d'éboueurs. Et maintenant, vous allez en France, vous voyez des locaux qui font ça. Donc il y a aussi des Maghrébins, il y a aussi des Noirs, mais il y a aussi des gens qui sont des villages de tradition française qui font ça maintenant parce que ça a été revalorisé au niveau des conditions de travail, au niveau de la profession. Donc pour moi, si demain il y a un travail qui est pas très agréable, eh ben, on trouvera des gens en revalorisant le travail. C'est pas plus compliqué que ça. Donc du coup, en fait, revenu universel, on se rapprochera très. Dans le fond, on est proche. Mais je veux éviter que des gens puissent, et notamment des jeunes, puissent vivre ou partir, par exemple, en Thaïlande avec l'argent et vivre dans des pays plus pauvres tranquillement. Voilà. Donc moi, je pense pas que quand on est jeune, on doit pouvoir travailler et participer à la solidarité. Alors, pourquoi ça me dit ça? Est-ce que tu aimes... Il faut que tu regardes. Attends, là, ça s'est arrêté. C'était celle d'avant. Toi, t'es sur la deuxième. Ouais. Tu m'en mets ça? Ouais, Alors, je vais revenir sur des questions parce qu'il y a un truc à sauter là. Alors, est-ce que tu aimes bien Sébastien Nadeau du Parti progressiste, Nous Citoyens, Lutte ouvrière et Nouvelle Donne, NPA et Traodec? Oh là là, c'est plein de partis différents tout ça. Est-ce que tu aimes bien Sébastien Nadeau du Parti progressiste, Nous Citoyens? C'est des partis différents, donc je ne comprends pas bien la question. Tu passes le code du SMIC européen et les langues régionales. D'abord, pour pouvoir avoir une portée sur l'Europe, pour moi, il faut d'abord être clean en France. Or, comme on régresse de tous les côtés en France, on n'est pas écouté au niveau de l'Europe. Donc, avant de mettre un SMIC européen, on va déjà bien régler le problème en France. Et je peux vous assurer que si la France, on se relève avec une société solidaire, avec le plein emploi, avec tout ça, il y a plein de pays européens qui feront la même chose que nous. Parce qu'en fait, les systèmes politiques marchent de la même façon dans la plupart des pays. Je crois qu'on a un petit peu le pompon en France, mais il y a beaucoup de pays qui sont très proches. Les langues régionales, je suis pour la conservation. Maintenant, voilà, il faut déterminer. Donc ça sera étudié. Il y a bientôt un festival des contes en occitan ou en français. De toute façon, on est déjà en France, hein, donc on ne peut pas parler occitan sans parler français, donc parlons français d'abord, et puis après, qu'on fasse plusieurs langues, c'est une chose, hein. Et donc l'idéal serait de pouvoir être trilingue, donc anglais, français, et puis ça peut être espagnol, allemand, chinois, ça peut être langue régionale, langue locale, sachant que c'est possible, hein, vous avez des pays comme la Hollande par exemple, le hollandais n'est pas parlé beaucoup, donc ils sont trilingues en général, et il y a beaucoup de pays où c'est comme ça. Donc voilà. Ensuite, que faites-vous pour le Moyen-Orient, la Syrie, le Daesh, l'Arabie Saoudite? Alors là, je reviens sur ça. Donc sur la politique étrangère, donc là je ne suis pas un spécialiste, mais enfin j'ai quand même des propositions concrètes sur les migrants, hein. Donc j'ai un article sur la migration avec les émigrants et les immigrants. J'ai également un article sur la sécurité où j'ai des propositions très concrètes.
Donc, de toute façon, j'ai déjà publié une lettre c'était il y a un an, un trait d'humeur que j'ai publié sur Internet. À l'époque, j'abordais beaucoup de sujets où justement je disais qu'il fallait dénoncer les pays qui alimentaient les réseaux terroristes, comme l'Arabie par exemple. Maintenant, beaucoup de gens en parlent, l'Arabie, du Qatar. Des ventes des armes aussi, on se voit la face, mais on fournit des armes aussi, donc ça aussi il va falloir changer tout ça. La Syrie, ben, on va la pacifier, donc ça aussi j'ai des propositions, puisqu'en fait, en tout cas, il est pour moi hors de question il est hors de question qu'on pille les gens qui ont du travail, je pense par exemple aux médecins. Il est pour moi hors de question qu'on profite de pays en guerre pour prendre leurs meilleurs éléments pour subvenir à nos besoins, comme l'Allemagne a voulu le faire ou comme certains voulaient le faire pour nos campagnes françaises. Donc, je crois que les gens, les Syriens, ont vocation à repartir dans leur pays. Donc il faut le pacifier, il faut mettre une démocratie là-bas. Et donc dans la coopération et la politique internationale, c'est des choses des mesures qui sont engagées, qui vont être mises en place. Et c'est pour ça que la France aussi, il faut qu'on puisse s'exonérer des multinationales, qu'on ait un pouvoir économique fort pour pouvoir être entendu et pouvoir pas dépendre justement de tous ces lobbying qui nous font fermer, qui font fermer enfin, qui ne permettent pas à nos politiques de dire ce qu'il faudrait dire, et nos politiques sont devenues des marionnettes. Et moi, si je suis en 2017 au pouvoir, j'ai plus envie d'être la marionnette de lobby financier. Et c'est pour ça qu'il faudra être nombreux. Alors, hop, alors, donc on est où là? Quelles mesures comptez-vous prendre? Alors, contre les attentats, déjà, le fait justement de redonner une pleine activité et de donner une motivation aux gens dans la vie, on ne va pas laisser des gens sur le côté. Pour moi, il n'y aura plus un exclu dans la société. Tout le monde aura une chance et sera accompagné. Et à partir de là, en laissant plein d'exclus, c'est normal que les gens se révoltent, hein, et il y en aura de plus en plus. Donc, à un moment donné, il faut changer tout ça. Donc, la solidarité fait que on le changera. Où est-ce que j'étais sur la question? Donc pour les attentats, bien sûr, il y a un programme de lutte contre la délinquance, contre le terrorisme. Donc, à un moment donné, on va sanctionner très sévèrement les gens qui ne voudront pas saisir les chances. Donc, mon programme s'appelle la double chance. Et en fait, c'est même des cas de double chance dans certains cas. Donc, à un moment donné, si les gens ne veulent pas saisir la chance de s'insérer dans la société avec le travail, ou une activité, sachant que tous les travailleurs qui sont venus historiquement se sont insérés grâce au travail. Ce matin, j'étais encore sur le marché à Château-Renard. Il y avait des Asiatiques, il y avait des Noirs, il y avait des Maghrébins, il y avait ces gens-là travaillaient et se sont insérés par le travail. Donc il y a des gens très bien. Et donc il faut donner une chance à tous ces gens qu'on a ghettoisés dans les cités, à qui on ne donne pas de chance maintenant. Et il faut le remettre dans le droit chemin. Et donc, voilà. Donc, à partir du moment où leur donne la chance de s'insérer avec un logement et un travail, s'ils préfèrent la délinquance, la drogue, et les trafics, ils seront sanctionnés. Et puis, il y aura comment dirais-je, des sanctions exponentielles en cas de récidive. Et tout le monde sera sanctionné en fonction. Donc, ça, c'est très bien expliqué dans ce que j'écris. Alors, quelle est votre position sur la... cannabis, voilà, ça fait partie. J'ai une idée très claire là-dessus. Je ne l'exprime pas maintenant parce que je pense que ça sera un débat. Je verserai mon idée là-dessus. Ce qui est certain, c'est que actuellement, on laisse faire ça dans les cités parce que ça permet de développer, d'une part, d'amener de l'argent dans les cités et d'acheter la paix sociale, puisqu'on a de moins en moins d'argent à y injecter. En plus de ça, la cannabis et les drogues, ça permet, il faudrait se poser la question, qui les consomme? C'est pas les gens des cités, hein. Et donc tous nos jeunes, hors des cités, on consomme de plus en plus. Ça permet de les abêtir et de ne pas réfléchir. Et puis voilà, donc sans objectif de travail, la cannabis, l'alcool, tout ça fait que
bah, on a des jeunes, en plus on leur a supprimé le service militaire, donc ils ne savent pas se battre. Donc ça veut dire que nos pouvoirs, bah, demain, ils ont envie d'avoir une jeunesse qui soit incapable de bouger. Et donc je pense qu'il faut qu'on remette un petit peu bah, tout ça en ordre. Et que d'ailleurs les changements viendront par la jeunesse. Et malheureusement, la jeunesse qui comprend le problème, il y en a beaucoup qui s'expatrient pour aller créer notamment des emplois ailleurs. Euh, alors, ok. Où j'en suis? Est-ce que tu as voté à d'autres primaires? Alors non, il n'y a aucune raison que j'aille voter pour d'autres primaires, puisque ce sont des primaires partisanes, et que de toute façon, moi je mets tous les partis dans un même sac, et tout le monde avec un petit coup de balai, on les sort. Voilà, donc pour moi, on fait du ménage en politique en 2017. Et après, bon, on écoutera leurs idées quand même, parce qu'ils ont des bonnes idées, certains. Donc on n'est quand même pas sectaire. Euh, alors ensuite, super, top, franchement pas mal. Bonsoir, quelle est votre position sur... Ah oui, non, ça j'ai dit. Hop, ça pied. On fait 185 repas, sauf mercredi, à environ 110. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Euh, En fait, c'est les réponses à tout à l'heure, je pense. alors, ESAT, hors les murs, s'est mis à disposition dans une entreprise comme moi, aide à la restauration au collège de Saint-Cernin. Désolé, je ne sais pas ce que c'est. C'est une association des travailleurs handicapés, c'est C'est ADPI. tout à l'heure quand tu demandais si tu connaissais, là il t'en parle. Ah, c'est une association des travailleurs handicapés. Ben, Tu vas oui. regarder. Ben, je regarderai ce que c'est la d'API. Mais bon, il y a beaucoup, beaucoup d'associations, beaucoup de mouvements, hein. Il y en a vraiment en France. Et donc, il faudra regrouper. C'est pour ça qu'on travaillera par équipe avec des secteurs d'activité. Euh, alors, que faites-vous pour le Moyen-Orient? Ben, ça s'est passé. Occitan, ben, ça j'ai vu. Ah, attends, ça, je reviens sur la charte anticorps. Quelle est votre position sur la pénalisation? Tu prends Joseph Jovanec. Je prends Joseph Jovanec comme ministre handicap. Je ne sais pas qui est Joseph Jovanec. Après, bonsoir, quelle est votre position? Attends, ça c'est fait. C'est quoi tes loisirs, à part la course à pied? C'est pour parler d'autre chose que la politique. Bah, écoute, j'en ai plein. Regarde ma biographie, tu verras les photos. Moi, j'aime bien. Tout m'intéresse. Alors, dès qu'on me dit un truc nouveau, je suis prêt à essayer. Donc, tous les sports nature, j'ai à peu près touché à tout. Donc, les primaires, on a vu. Ouais, t'as tout vu, t'as tout répondu. Pieds et 7. T'as répondu à tout là. Voilà, apparemment, j'ai répondu à toutes les questions. Faites-vous par Moyen-Orient? Ouais, là, ça revient. Voilà, bah, écoutez, si vous avez d'autres questions, on peut continuer. En fait, c'est pour parler de mon travail. C'est quoi son travail? C'est quoi ton travail, Jean-Émile? Travail dans le handicap. Alors, je vois pas ta réponse. C'est en retard. Ouais, apparemment, il y a un décalage sur les écritures, donc je ne sais pas. Déjà, 21e, top. Aide à la restauration. Ah, aide à la Restauration aide à la restauration. D'accord. En fait, c'est pour parler de mon travail, aide à la restauration. Alors, restauration, je ne sais pas si c'est... Les atoires, les murs, restauration de... Aide à la restauration, donc je ne sais pas si c'est la restauration ça. collective. Ah, d'accord, c'est lui qui dit qu'il a fait 185 repas. Et... Ah oui, d'accord, c'est pour la restauration. Ouais. C'est que tu avais C'est message alimentaire. Là, tu vois. Ouais. Bonsoir. Ah oui, déserts médicaux. Déserts médicaux, donc là aussi, ben en fait, les déserts médicaux, il y a plus. Alors moi j'ai des solutions, mais il y a d'autres candidats. Je pense à
à Michael Pettini qui est médecin, il y a aussi Nicolas qui est médecin, qui ont pas mal d'idées. Donc moi je propose, donc ça on le mettra tout en commun, hein, ce sont des idées qui vont se rejoindre, mais la ruralisation va permettre de ramener des gens dans les campagnes et des médecins. Donc après, dès l'instant où on va avoir des gens qui vont sortir des villes, ça va être la densité de médecins sera changée. Donc à partir de là, ben, on remettra des gens dans les campagnes. On peut imaginer qu'on paye moins, qu'on rembourse moins les médecins des villes, qu'on les paye moins et qu'on paye plus les médecins des campagnes. Je propose aussi que par exemple à l'entrée en médecine au concours, dans les classements, les gens choisissent en fonction de leur classement. Donc les gens choisissent dentaire, médecine, sage-femme, bon, s'ils veulent. Bon, après, souvent, les postes de sage-femme sont après. Ben, par exemple, les 50 derniers, ben, s'ils veulent prendre médecine, ben, ils devront, par exemple, 5 ou 10 ans dans des zones moins pourvues en médecins. Et puis, si ça ne leur plaît pas, ben, ils repasseront le concours de médecine l'année suivante pour être mieux classés, pour pas avoir cette clause-là. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe pour les sages-femmes. On voit il y a des gens qui refusent sage-femme et donc ils laissent des places à d'autres. Donc, on fera pareil pour la médecine. Après, on peut imaginer aussi que il y a les médecins qui sont installés dans les villes, qui ont bien profité des systèmes, eh ben, peut-être qu'ils aillent faire une semaine dans des zones rurales. Hein, on ferait des médecines médicales. Donc il y a plein de solutions. Donc je crois que toutes ces solutions, moi j'en ai, mais il y a plein de gens qui en ont. Et à un moment donné, on va demander aussi aux professionnels de mieux répartir. Donc on va demander aux professionnels de nous faire des propositions. Et puis, bah, s'il n'y en a pas, bah, on prendra celle des non-professionnels. Mais je pense qu'il y a beaucoup de professionnels qui ont des idées. Donc, on va les écouter, on va mettre tout ça dans un pot commun et on verra qu'est-ce qu'on fait. Mais en tout cas, sachez que s'il n'y a pas de proposition, nous, on en a. Voilà, donc... artiste militant. Ah oui, d'accord. Voilà, Joseph Chovanec, on m'a expliqué. Ah, c'est ici. D'accord. Donc, de toute façon, bah, il est évident que bah, les personnes handicapées, pourquoi pas mettre. De toute façon, on mettra des professionnels. Ça, je ne vous ai pas dit. Si jamais, voilà, imaginons que je sois porté jusqu'à la présidence de la République. Voilà comment je gouvernerai. La première des choses que je ferai, ça serait de nommer un groupe de travail pour réfléchir à une sixième République. Voilà. Donc il y a des gens qui ont déjà réfléchi, je pense au Gentivirus par exemple, qui est tué de Chouard, mais il y a plein de gens. Donc on va les mettre ensemble, ils vont travailler, ils vont réfléchir à la question. Et puis quand ils seront prêts, ben, on regardera ça et s'ils sont d'accord, ben, on le soumettra à un référendum et à ce moment-là on le fera passer. Mais en attendant, moi je suis quelqu'un de pragmatique, donc je ne vais pas attendre qu'ils se mettent d'accord, parce qu'il y en a qui réfléchissent depuis des années qui n'ont toujours pas la solution. Et donc moi je commencerai à travailler en nommant à ce moment-là. Il y aurait un président et 4 vice-présidents. L'un qui serait chargé de la réforme des lois, parce qu'en fait beaucoup de lois ont été passées sous la pression de lobbying, donc on va devoir changer beaucoup de lois. Une autre personne qui sera chargée de la recherche du bien-être et du respect de l'être vivant et de l'environnement au sommet de l'État. Toutes les lois passeront entre les mains de cette personne-là. Il y aura une autre personne qui sera chargée de l'économie, donc j'avoue que c'est celle que j'aimerais bien faire, m'occuper. Ensuite, une autre personne qui sera chargée, les lois, ah oui, la reconstruction au niveau de l'Europe, parce que là, ça sera du plein temps. Donc relations internationales et reconstruction de l'Europe. Et ensuite, la dernière, ça sera la relation entre les citoyens et le gouvernement. Donc descendant et ascendant, c'est-à-dire expliquer ce que fait le gouvernement aux citoyens et en même temps faire remonter toutes les informations des citoyens vers le gouvernement. Donc ça sera cette interface et donc s'il y a des référendums d'initiative populaire ou des référendums à organiser, cette personne fera le lien à ce niveau-là. Donc ça sera le président et les 4 vice-présidents. Si jamais ça passe sur une cinquième constitution, sixième république, on peut imaginer qu'il y ait ces 5 personnes qui soient avec une présidence tournante sur un mandat. Et en dessous, donc, il y aurait des ministres. Ces ministres seraient des professionnels du secteur, reconnus dans la profession, qui auraient fait leurs preuves. Et donc un nombre de ministères restreint, donc de l'ordre de entre 7 et 10 maximum, et auxquels seraient adjoints des citoyens
qui seraient les vice-ministres et qui auraient le rôle un petit peu de candide, plus ou moins en connaissance, et qui pourraient être des gens qui sont issus de la société civile, notamment de la primaire.org ou d'autres associations citoyennes. Voilà la structure. À partir de là, au niveau de l'Assemblée, il y a aussi quelque chose que j'aimerais bien réformer, ça serait un vote à bulletin secret, de telle sorte que les députés votent en âme et conscience par rapport à la loi si elle est bonne, et non pas suivant la consigne d'un parti, parce que une loi peut être bonne même si elle est proposée par un autre parti, et malheureusement il y a sanction des députés si jamais, ou des sénateurs si jamais ils ne votent pas la loi comme le parti le souhaite. Voilà, donc ça, un bulletin secret, pour moi ça changerait pas mal de choses. Donc ensuite, alors que penses-tu de la révolte de la police et penses-tu qu'il faille les soutenir? Alors, tout à fait. La police, elle est là pour protéger les gens. Elle manque de moyens, enfin, personnel, bon, ça aussi, on verra, mais ils sont, on tire sur la corde, on les utilise trop. Et donc, à un moment donné, la sécurité, c'est l'affaire de tous les citoyens. Donc, c'est pour ça que j'ai un programme sur la délinquance qui est clair, hein, et donc, la police, on va les soutenir. Et voilà, donc ça fait partie du programme. Et dès l'instant, on me demandait pour l'économie, dès l'instant où on a une économie saine, on peut réinjecter des moyens pour mieux équiper la police. Parce que c'est sûr que maintenant, il y a des malfrats qui ont des kalachnikovs et eux, ils ont des pistolets. Donc voilà, même si on commence à les équiper, ça manque de moyens, quoi. Donc moi, ça sera vraiment, économiquement, tout va être... je peux rentrer dans les détails, hein, de tout ça. Donc, alors, c'est Jean-Émile, qu'est-ce qu'il me dit? Ton live est super, excuse-moi pour... Les questions sont pas très claires des fois, d'accord. Bon, je t'en veux pas, Jean-Émile, on aura l'occasion de... En tout cas, j'ai vu que tu étais quelqu'un de fidèle sur la primaire, tu as suivi, je pense, tous les lives. Moi, j'essaie de les suivre aussi tous. Je suis désolé pour les candidats. Il y a 2 candidats que j'ai pas pu suivre parce que j'ai dû être absent et j'en suis désolé parce que j'avais vraiment l'intention de le faire. Euh, alors, ah oui, alors la démarche d'Alexandre Jardin. Bon, la maison des citoyens. Ouais, il faut que tu remontes pour... Moi, je vais juste poser une petite question à Alexandre Jardin. Pourquoi ne parle-t-il pas de la primaire.org? Il connaissait la primaire.org puisque Alexandre Jardin, quand nous avons fait la liste pour les régionales, il avait été sollicité pour nous amener des personnes en PACA. Bon, on n'a pas eu de nouvelles. Il connaissait la primaire.org. Il a voulu monter la primaire des Français avec Cavada et puis avec d'autres, enfin avec Corinne Lepage, avec d'autres personnes. Alors qu'il existait la primaire.org, donc il aurait dû venir candidater avec nous, puisqu'il est citoyen, comme Macron d'ailleurs, ils auraient dû venir sur la primaire.org. En plus de ça, ils ont été plébiscités, je crois qu'il avait 80 personnes, donc puisqu'il avait 12 000 zèbres, je pense qu'il aurait pu largement peut-être même emporter la primaire. Donc, .org, je pense qu'il aurait dû venir avec nous. Voilà, donc la maison des citoyens, pour se compter, je vois pas l'intérêt, puisque nous, on a déjà avancé sur des projets, construits. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il parle à primaire.org, qu'on en discute, sachant que il a été flirté avec Macron après, puisque la primaire des Français, en fait, ça a été un bide, ça a été une annonce sur 2 jours. Et après, il a été au meeting de Macron. Macron, pour moi, c'est tout à fait l'opposé de ce que je veux faire. Donc, j'aimerais qu'il nous explique un petit peu tout ça, quoi. Voilà, donc après, c'est... Quoi, il faut faire quoi? Là, c'est les questions d'avant auxquelles tu es censé avoir répondu. Ah. Et là, tu remontes et tu as les D'accord. questions les plus récentes. Monte, je crois qu'il y en a où c'est... Encore? Voilà, t'en étais là. Super, excuse-moi la question. Tu crois? Oui, sûr. Ah, le La bulletin super secret. proposition, bulletin secret. Ouais, super. Votre proposition, bulletin secret. Est-ce que tu es pour l'Assemblée des citoyens? Oui, alors l'Assemblée des citoyens, j'ai réfléchi à quelque chose. Bon, ça sera aussi à discuter, hein. Je pense au Conseil économique, social et environnemental qui, depuis De Gaulle, tous les présidents ont voulu le supprimer.
Et c'est une planque pour beaucoup de gens des artistes, des politiques, des syndicalistes, etc. Et peut-être qu'à ce moment-là, ça serait bien de mettre des gens tirés au sort, qui soient au Conseil économique et social pour des gens du terrain. Donc c'est quelque chose auquel j'ai pensé. Donc on pourrait le réformer plutôt que... Voilà, donc après, c'est peut-être l'Assemblée des citoyens, ça peut être dans ce cadre-là. Donc après, il faut discuter plus en détail de ce que ça représente, parce il y a tellement de propositions de tous les côtés que pour les institutions, bah, il faudra un petit peu réfléchir et faire un groupe de travail qui organise tout ça, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont utilisés pour des sens différents. Alors, oui, alors quand je dis la sécurité concerne les citoyens, écoutez, moi je pense que si on a par exemple, on constate, on a un devoir d'information s'il y a des choses qui se passent pas bien. Par exemple, s'il y a des gens qui sont maltraités dans le voisinage, je pense que c'est pas de la délation de le dire. Donc après, faut mettre des garde-fous, hein, donc il faut réfléchir à ça. S'il y a un papier qui reste dans un coin, il est normal qu'on le signale aux autorités de la gare, de l'aéroport, de choses comme ça. Donc on doit avoir une vigilance parce que des terroristes, il en existera. Et de toute façon, les terroristes, on les génère, nous, par nos sociétés de surconsommation, hein, puisque quelque part, on laisse des tas de gens dans la misère dans le monde. Et donc, dans le programme aussi, que je souhaite défendre, il y a la coopération, dont l'objectif, c'est d'aller aider les gens dans leur pays pour qu'ils restent chez eux, puisqu'en fait, les gens n'ont pas envie de quitter leur pays. Donc, à un moment donné, c'est tout ce qu'on génère dans les pays d'où on importe des matières premières, par exemple, où il y a souvent des bandes armées qui prennent le pouvoir, et puis nous, on ferme les yeux sur les conditions, le travail des enfants, etc. Donc, tous les Africains qui viennent chez nous, si demain ils peuvent vivre dans leur pays, grâce à leur richesse qu'on exploite, on aura moins de problèmes de migration, on aura moins d'insécurité, on aura moins de paumés. Voilà, donc je crois que il faut vraiment qu'on revoie la sécurité tous ensemble. Euh, alors après ça passe. Vous n'avez plus de questions pour l'instant. D'accord. Voilà, donc après, je sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, je sais pas trop si c'est du retard sur les... Comme il y a la connexion n'est pas toujours très bonne, j'espère que tout est bien passé. Il y a un peu de décalage là. C'est fait. Pas d'autres soucis, non. Alors, je ne sais pas s'il se passe quelque chose ou pas là. Pour l'instant, ça bouge pas. Euh, Je suis désolé, mais c'est vraiment la première fois que je fais ça. La mesure Et, phare. Attends, ah, c'est comme la mesure phare. La mesure phare, ça va c'est... plus vite là-bas qu'ici. Là, c'est avec du décalage et là-bas, c'est en même D'accord. temps. La mesure phare, de toute façon, c'est plein emploi, pleine activité pour tout le monde. Voilà. Qu'on crée du lien entre les générations, entre les communautés, voilà. Et ça ne peut se faire que par... il faut sortir de chez soi, il faut pas être enfermé chez soi, quoi. Donc les gens, s'ils ont une motivation, ils retrouvent un but dans la vie. Et c'est comme ça qu'on retrouve une dignité. Or, ça fait des années que de l'argent est distribué à des personnes et puis on les oublie dans leur ghetto, quoi. Et ça, je trouve ça inadmissible. Et donc, il faut pas laisser les gens se refermer sur soi-même. Il faut leur ouvrir les portes. Et je crois que c'est comme ça qu'on changera. Alors, salut Jean-Marc. Bonjour Vincent. Euh, Comment se passe la primaire? Sais-tu s'il y a des parrainages? Alors, pour les parrainages, personnellement, je n'ai aucune inquiétude, puisque de toute façon, aucun politique, ça c'est pas vraiment lancé, ce sont que des promesses. Et sur les parrainages, si on a un beau projet, et je pense qu'on aura un beau projet, on aura plein de petits maires enfin, de petits maires, non, des maires de petits villages
qui vont venir soutenir la primaire. Et ça, notamment le programme sur la ruralisation, j'y compte beaucoup. Et puis après, dans la stratégie aussi, il faut voir ce que proposent les politiques. Notamment, la plupart des politiques, des grands partis, veulent supprimer toutes les petites mairies. Or, moi, ce que je souhaite, c'est un programme qui ramène du contact humain dans les campagnes. Et donc, les maires des petits villages, on va les maintenir, mais on va surtout les aider. Les aider avec des structures ambulantes, par exemple pour les soutiens logistiques, juridiques, etc. Et puis leur donner un rôle aussi de... Donc ça, c'est Blanche Deverte, qui est une autre candidate, qui m'a donné l'idée, je trouve qu'elle est très bonne, elle sera à débattre. C'est que les maires, en fait, on les met tous au niveau de la région, du département d'abord, plutôt, pour décider des budgets, des attributions des budgets dans les communes, et au niveau de la région, avec un certain nombre d'élus, et que ce ne soit pas d'autres personnes, quoi, des gens de terrain. Ça nous permettra de garder les mairies. Et actuellement, les pouvoirs politiques, quand on regarde bien, ils ont à peu près, je dirais, jusqu'aux villes de 4000 habitants à peu près, enfin moi je le vois sur mon secteur, aux alentours de 3500-4000 habitants, tous les maires sont politisés. Parce que quand ils sont politisés, ils ont non seulement la... Hop, ça, putain. Donc, quand ils rentrent dans un parti, ils ont la protection du parti parce qu'il y a plein de lois, de normes qui leur sont mises dessus. Donc quand on avait des gens de la société civile qui prenaient les mairies, comme c'était le cas encore il y a 15-20 ans, ces gens, ils ont été découragés parce que c'était des gens qui avaient une activité à côté. Et donc on en a fait des professionnels. Et comme la rémunération de la mairie, on a l'impression qu'elle n'est pas très bonne, on leur adjoint en général une rémunération de vice-président de la communauté de communes, plus une mission de président de ci, de ça. Et en fait, on se retrouve avec des maires dans les villes. Donc je pense que ça peut partir aux alentours de 4000 habitants, qui gagnent plus d'argent qu'ils ne gagnaient dans la vie civile, et qui appartiennent à un parti. Et donc en dessous, on se retrouve avec des petites communes, où là il y en a plein, où les maires, eux, ils galèrent un peu, même beaucoup. Souvent ils travaillent à côté. Et c'est ces gens-là que les partis politiques, plutôt que de les convaincre à venir dans leur parti, ils veulent les balayer en faisant des super communes. Et demain, c'est pour ça qu'en 2022, ça sera très difficile d'avoir des parrainages. Donc déjà, ça sera une chose. Et donc la ruralisation, on va aider ces maires dans les petites communes. On va au contraire encourager, parce qu'ils sont l'interface entre les citoyens et puis en montant plus haut au niveau des gouvernements. Et donc, il y en a plein qui vont venir nous soutenir pour la primaire.org. Voilà, je le pense. Donc, quand ils vont savoir ça, on contactera les maires grâce à comment dirais-je, l'association des maires ruraux de France. Et les 500 soutiens, je crois qu'on les aura. En plus, il y a beaucoup de mouvements associatifs qui sont des acteurs de terrain, qui iront sur place à la rencontre des maires. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord construire le projet. Donc moi, c'est ce que j'essaie de travailler depuis beaucoup de temps. Et maintenant, on va fédérer toutes ces idées, quoi, avec la méthode. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que... Ça, c'était pour les soutiens, pour les... Je sais jamais comment se passe la primaire. Voilà, pour les parrainages. Donc Vincent, on reparlera de tout ça dans quelques temps. Je pense qu'il y a beaucoup de candidats qui ont été sur la première partie, qui n'ont pas été qualifiés pour la suite, mais qui sont des gens de valeur et qui sont un peu en attente. Il ne faut pas vous décourager. Je pense que ça va se décanter après ce tour-là où il va rester 5 candidats. Et je pense que vraiment, on va s'entendre tous, parce que on a vraiment tellement de points communs qu'il ne faut pas se disputer sur les divergences qui sont mineures. Et notamment, je pense, comment dirais-je, sur les... Si on prend les compétences des différents candidats, en fait, on a ce que j'appelle un super individu collectif. On aurait vraiment le président idéal en prenant les compétences des uns et des autres. Et je ne sais pas si c'est un hasard, mais je dirais qu'on est vraiment complémentaires, et entre les personnes, on n'a pas beaucoup de personnes qui sont vraiment exactement sur le même sujet, quoi. Donc on a vraiment des choses à porter tous.
Et je pense que même on aurait presque pu faire une équipe à 16 candidats là, mais bon, voilà, après, ça s'est pas fait comme ça, c'est pas le processus. Et donc on va suivre le processus qui est décidé par les organisateurs. Donc, c'est là. Donc après on continue par là. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je suis désolé parce que c'est vrai qu'entre les décalages, J'avoue que je préfère être dans une salle avec des personnes pour parler et directement échanger. Aussi. Voilà, donc je ne sais pas si... Alors, est-ce que c'est... Il y a des personnes connectées qui regardent? Apparemment, il y a encore des personnes connectées, donc si vous avez des questions, allez-y. Donc je suis ouvert à toute précision. Alors, d'accord, tout le monde est super, j'adore la primaire.org. Donc c'est Jean-Émile qui dit qu'il adore la primaire.org. C'est vrai que nous sommes des candidats très différents et en tout cas les médias commencent à s'intéresser à ce qu'on fait. Vous avez pu le voir, hein, donc, et ça aussi dans la stratégie, je pense qu'on va toucher les médias régionaux, locaux. Et donc cette initiative, si elle grossit, et c'est pour ça que plus il y aura de gens, plus on va se retrouver avec les médias internationaux qui vont se demander ce qui se passe en France. Et à un moment donné, les journalistes qui sont dans des grands groupes de presse qui appartiennent à des milliardaires et qui n'ont pas vraiment la possibilité de s'exprimer actuellement parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi pour beaucoup, donc c'est souvent de l'autocensure, ils parleront de nous. Donc voilà, dès l'instant où voilà, encourager vraiment les gens à venir rejoindre sur la primaire et je crois que voilà, après ce premier tour, ça va encore exploser encore plus. Alors, quelles sont les ententes en place entre les 16? Attends, est-ce que tu peux préciser ta question, Vincent? Parce que je la comprends pas bien. Les 16 de la primaire. Merci pour ce live, bon courage. Scrutin court, même si je suis en désaccord avec l'immense majorité de vos propositions. Merci Valentin, Guillaume, qui n'est pas d'accord avec beaucoup de mes propositions, je ne sais pas pourquoi, mais il me souhaite un bon courage. Donc, écoute Valentin, j'espère qu'on pourra échanger peut-être de vive voix pour préciser, parce que peut-être que j'ai peut-être pas été clair pour tout non plus, hein, donc ça. Alors je parle après Vincent qui parle, je parle des candidats pour le deuxième tour. Les ententes entre les 16 candidats du deuxième tour. Les ententes entre les... question, c'est ça. Disons que, si tu veux parler des candidats, moi je pense qu'il y a des candidats qui ont d'excellentes qualités, qui ont bien travaillé par exemple sur l'Europe. Il y a des candidats qui sont très bons sur l'informatique. Demain, on aura besoin de gens qui, avec les développements du numérique, de veille, et puis les présidents et les ministres ne peuvent pas tout savoir. Donc on aura besoin de gens très spécialisés, très pointus. Donc je pense qu'il y a Jean-Michel qui est pointu là-dedans, qui peut nous apporter beaucoup de choses. Il y a Alexandre qui est bon en communication, qui peut nous apporter des choses. Voilà, en fait, on a tous des points forts, des points faibles. Et donc pour l'instant, on est un peu dans la course aux 5, quoi. Donc voilà, après... tous ces gens vont travailler ensemble et puis je pense qu'on travaillera aussi avec plein de candidats. Moi je sais que j'ai plein de candidats, j'ai une dizaine de candidats qui ne sont pas qualifiés, qui ont commencé à travailler avec moi, qui ont échangé, et les autres candidats aussi ont des groupes. Donc c'est tout ça qu'on va mettre ensemble ensuite. Voilà, je vois qu'il y a Philippe qui arrive là. Salut Philippe. On parlait de l'Europe, donc tu fais partie des candidats qui ont écrit plein de choses sur l'Europe. Donc moi j'ai écrit des grandes lignes parce que pour moi c'était d'abord la France, mais j'ai plein d'idées sur l'Europe et ça m'a fait plaisir de lire
le livre qui a été édité par Apache, qui est le parti qu'a monté Philippe, avec plein de propositions intéressantes. Donc voilà, donc après, l'idée en fait je pense pour construire le programme pour 2017, c'est de partir sur une base. Donc à partir de la base, les gens qui vont nous rejoindre liront la base qu'on a écrite et ils nous apporteront les différences. C'est pas la peine qu'on perde du temps à discuter sur ce avec quoi on est d'accord. On parlera de ce sur quoi on n'est pas d'accord et on complétera. Et puis sur ce on n'est pas d'accord, on le verra différemment parce qu'on n'a pas pu tout envisager. Et soit on se met d'accord et soit on le traitera avec des personnes plus spécialisées. Donc ça on le fera pour le programme français, pour le programme européen. Voilà, un petit peu pour tout. Alors, et la fonction publique, pour vous, de la FPH, la FPT ou la FPE, vous prévoyez quoi? Alors, fonction publique, ah oui, ça doit être territorial, d'État territorial, je pense. Je pense que ça doit être ça. Donc, dans la fonction publique, personnellement, je pense qu'on a besoin de... Bon, c'est hospitalière, territoriale, État, je pense que ça doit être ça. Donc, de toute façon, l'État, pour moi, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui doit être bien gérée. Et contrairement à une entreprise privée, elle ne va pas donner de l'argent à ses actionnaires, mais elle va le redistribuer pour créer des actions de solidarité et créer des investissements d'avenir, de solidarité nationale et internationale. Donc pour aider aussi les gens à rester chez eux, ça nous coûtera moins cher d'aider ceux qui viennent migrer chez nous en les aidant dans leur pays plutôt que ce que ça nous coûte ici. Et donc en fait, pour moi les fonctionnaires, on en aura besoin. Je n'envisage pas de suppression de postes de fonctionnaires, mais par contre, on harmonisera, ce sera des salariés de l'État. Et donc pour moi, on aura les mêmes bases de prestations sociales sur tous les salariés en France, de l'État ou des entreprises privées. Et on gardera les fonctionnaires, on les remettra dans des tâches où il y en a besoin, c'est-à-dire qu'il y a plein de postes dans le millefeuille, par exemple, administratif, on en mettra plutôt dans la police ou dans la sécurité, plutôt que de les laisser là-dedans. Donc, où les gens se reconvertiront, ou alors ils changeront pour partir dans le privé, donc ça sera à eux de choisir. Mais on a besoin de fonctionnaires en France. Et donc, le seul truc, c'est que le statut sera revu. Et on luttera contre les abus, on harmonisera un petit peu tout. Voilà, oui, donc la fonction hospitalière territoriale, donc c'est ça, voilà, donc c'est vrai que les abréviations, sur le moment, j'ai pas percuté, bon, et bon, on les retrouve après. Donc, les hôpitaux, pareil, il faut savoir que, tout à l'heure, on me demandait pour l'économie, il faut savoir que les hôpitaux sont financés par des cotisations qui viennent sur le travail. Et donc, à un moment donné, il faut que ça marche, quoi. Donc, il faut que l'économie marche. Et dans mes livres, j'explique exactement d'où vient l'argent. Et notamment, il faut que les fonctionnaires sachent d'où vient l'argent. Donc, c'est publié dans un de mes articles. Et donc, il faut qu'ils soient solidaires des entreprises. Parce que ça fait trop longtemps qu'on casse du patron en France. Et il faut savoir que les petits entrepreneurs n'ont rien à voir avec ces pseudo-patrons des grandes entreprises qui ne sont pas des patrons. Hein. C'est des gens qui sont parachutés et des gens qui touchent des millions de parachutes dorés qu'on n'a pas dans les entreprises. Donc, tout ça, voilà, c'est ce que j'essaie de faire dans tous mes écrits, d'expliquer clairement avec des mots simples pour qu'à partir de là, on puisse comprendre les raisons et qu'on soit solidaires tous. Donc, si demain, le travail de fonctionnaire sera du travail de solidarité, d'aide dans les hôpitaux, etc. quoi. Donc, voilà, donc pour ça. Alors, attends, j'avais d'autres choses ici. Ah oui. Je ne sais pas si vous avez vu ma question. Alors, j'ai des problèmes de connexion. Je demandais si vous sortiriez de l'Europe. Alors, l'Europe, telle qu'elle est là, je n'en veux pas. Et je pense qu'il y a, je ne vais pas dire personne, mais je pense qu'il n'y a vraiment pas grand monde qui veut l'Europe actuelle. On devait faire une Europe de la défense ou d'intérêt économique. On fait une Europe du dumping social. Donc ça, c'est inacceptable. Donc, à un moment donné, c'est pour ça que je pense que en France, et l'Europe est commandée par des lobbying. Donc à un moment donné, toutes les lois sont faites par des lobbies financiers. Donc si la France s'exonère des lobbies financiers, on va pouvoir donner un exemple aux autres pays, on sera entendu au niveau de l'Europe et on va reconstruire une Europe sur d'autres bases. Donc là, il y a Roxane et Philippe
qui ont apporté pas mal d'idées. Il y a d'autres candidats aussi qui ont des idées là-dessus. Et je pense qu'il y a des gens qui sont très bien missionnés pour aller s'occuper de ça. Et donc, il faut d'abord que nous, on soit exemplaires en France. Or, actuellement, on est tellement mauvais que notre parole au niveau de l'Europe, elle apporte pas grand-chose, quoi. Mais en tout cas, on a besoin d'une Europe pour faire face aux grands blocs du monde, hein, qui soient la Russie, les États-Unis ou la Chine qui viennent. Donc il faudra créer des partenariats pour plein de développements, hein, numérique, aéronautique, enfin, etc. Mais pas n'importe quelle Europe. Donc c'est pour ça qu'on repartira différemment s'il faut. Et plus on sera fort, plus on pourra se faire entendre pour la modifier. Alors, donc là, hop. D'accord. Oui, les hôpitaux, mais surtout les services de gériatrie, gérontologie où l'on demande des agents de travailler plus, au détriment du patient grabataire, dépendant, faisant croire aux familles que les soins sont de qualité. Alors, de toute façon, on impliquera les familles aussi, parce qu'il ne faut pas que les gens croient qu'on se débarrasse des personnes. Donc ça, les familles seront impliquées. Comment dirais-je, justement, tous les travaux d'utilité collective permettront de venir aider des gens dans les hôpitaux. Donc c'est pour ça que pour moi, il n'y aura pas d'aide sans contrepartie. Donc les gens choisiront et de toute façon, ce qui n'est pas demandé sera mieux payé. Ce ne sera pas plus compliqué que ça, quoi. Donc on va pouvoir recréer de la solidarité parce que effectivement, il n'y a pas de raison qu'on presse les gens, mais que ce soit dans les hôpitaux, mais c'est pareil partout, hein. Dans les grosses entreprises, beaucoup de salariés, on leur demande de plus en plus de productivité. Dans les petites entreprises, on parle beaucoup de drames et le nombre de petits patrons qui font faillite et qui ont... Voilà, c'est la même chose. La pression, elle est mise partout. Donc on ne peut pas continuer à avoir des gens qui sont surbookés et des gens qui touchent de l'argent sans contrepartie. Donc on va recréer des liens, sachant qu'il y a beaucoup aussi de gens qui touchent de l'argent mais qui font du travail au noir à côté. Donc ça, il faut pas l'accepter. Alors, moi je suis dans le sud, hein, ça se développe beaucoup dans le sud. Je ne sais pas si c'est la France entière, mais bon, en tout cas, dans le sud, ça y est. Alors, oui, mais quelle formation pour les agents de travaux d'utilité collective? Alors, justement, la formation, elle va être faite dans les entreprises. Je vous invite à lire mon article sur la lutte contre l'exclusion grâce au plein emploi et à la pleine activité. J'explique bien ça. C'est-à-dire qu'on va demander du donnant-donnant aux entrepreneurs de former les gens. En adéquation avec le travail. Et on peut très bien imaginer aussi que des salariés d'hôpitaux, par exemple, forment des personnes comme des stagiaires, en fait. Des stagiaires qui seraient formés. Et donc, voilà, on organisera le temps par rapport à ça. Donc là, il y a plein de propositions dans mes publications, mais je peux vous dire que quand on va être avec des gens autour d'une table, ça va fuser, il y aura plein de choses qui vont se préciser. Et c'est pour ça que les professionnels vont être consultés. Donc on va le faire en partenariat. Donc ça veut dire que demain, dans les hôpitaux, si vous avez 3 personnes dans votre service en gériatrie qui sont attribuées comme dans le cadre du plein emploi, hein, en refondant les aides pour un travail d'utilité collective, à ce moment-là, c'est vous qui allez dire où est-ce que vous en avez besoin et vous allez les aider à se former, quoi. Donc, alors... Donc ensuite, voilà, j'espère que je vous ai répondu à la question. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de formations qui ne sont pas du tout en adéquation avec les demandes. Après, il faut aussi changer un petit peu comment dirais-je, le travail, les normes. Moi, je me souviens, par exemple, quand j'avais été hospitalisé pour me faire opérer de l'épaule, j'avais 2 personnes qui passaient, une aide-soignante et une infirmière. Donc l'infirmière prenait la tension et l'aide-soignante prenait le thermomètre pour prendre la température. Donc je pense que ça peut se faire par la même personne. Donc à un moment donné, il ne faut pas non plus
abusé. Je me souviens d'avoir fini aux urgences aussi, que les brancardiers étaient à attendre dans le couloir à rien faire. Et puis moi j'étais enfermé dans une pièce où après un accident de moto, j'avais personne pour me surveiller. J'aurais pu faire une hémorragie interne et avoir un accident. Donc je pense que les brancardiers auraient pu être là pour regarder et donner l'alerte si jamais il y avait un problème. Voilà, donc à un moment donné, il faut arrêter de se dire, voilà, moi j'ai ma formation, je bouge pas d'un iota de ce que j'ai fait, quoi. Et notamment dans les petites entreprises, on est touche à tout. Et c'est aussi pour ça que mes expériences de petits entrepreneurs, comme je disais tout à l'heure, vous pourrez le revoir dans le live si vous êtes arrivé après, j'étais amené à toucher à tout. Et on est obligé dans les petites entreprises à prendre des décisions et à vérifier qu'elles soient bonnes, parce que si elles sont pas bonnes, notre entreprise risque de péricliter. Et donc, c'est nos salariés qui vont en subir les conséquences, nous-mêmes, notre patrimoine aussi, puisqu'on investit notre argent dedans. Et donc, à un moment donné, il faut avoir de la réactivité, mais pour tous. Et c'est pas parce qu'on est salarié dans un statut, dans un truc comme ça, que s'il y a besoin d'une aide à côté, on peut pas les faire. Donc, il faudra aussi cette flexibilité d'emploi. Et puis, c'est intéressant aussi de varier son travail. Voilà, bah, écoutez, vous me remerciez. Donc, j'espère que donc j'ai dû répondre à votre question. Voilà, il y a d'autres personnes, je vois, qui arrivent sur la vidéo. Donc, allez-y, bah, je vous laisse poser des questions. Jean-Émile, au revoir, ouais, donc tu vas nous quitter. Hmm. Oui, oui, ça j'ai répondu. Là-bas plutôt. Ah oui, attends, je regarde là. Merci pour répondre pendant que nous sommes. Voilà, bah écoutez, si vous avez d'autres questions, je vous invite. Et puis, autrement, on va bientôt arrêter le live. Euh, c'est là. Non, plus de questions. Ça, on va arrêter là. Alors, j'ai toujours un temps de décalage avec les questions, donc je ne sais pas si... Quelqu'un qui vient de rejoindre la Ouais, vidéo. il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Ça, j'ai répondu. Bon, je vois que ça bouge encore là, qu'il y a un petit, un petit signe. Euh, écoutez, oui, donc je vois qu'il y a encore. Ouais, c'est les nombres, les personnes en paiement. Quoi? Bon, je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent sur la vidéo. Donc écoutez, si vous avez des questions, allez-y. Parce qu'autrement, on va arrêter. C'est quoi ça? Bon, écoutez, je crois qu'on va arrêter là pour ce soir. De toute façon, voilà, c'était une première. D'accord. Bon, merci, merci Claire. Donc, c'était une première. J'avoue que c'est un petit peu bizarre là donc voilà. Donc, ça sera peut-être mieux la prochaine fois. Et puis, surtout, on va s'entraider aussi entre candidats après avec nos expériences sur ce live. Et donc, écoutez, merci et bonne soirée à tous. Je crois que la vidéo sera mise sur le site et puis invitez beaucoup de gens à venir sur laprimaire.org et puis j'espère que je vous rencontrerai dans un tour de France pour la suite. Donc je vous invite à lire les articles, il y a beaucoup beaucoup de publications. Ça prend du temps, mais ça permet aussi de vous faire des commentaires, apporter des choses, puisqu'on va co-construire ce projet pour 2017. Et donc, écoutez, merci à tous et bonne soirée. Et puis, à bientôt, j'espère. Allez, au revoir.